Quelles sont les caractéristiques des personnes hypersensibles? On va voir là une approche, une synthèse scientifique. L'hypersensibilité représente une sensibilité plus haute que la moyenne, pouvant être vécue avec difficulté par la personne concernée ou perçue comme exagérée, voire extrême, par son entourage. Cette synthèse, elle va détailler toutes les caractéristiques officiellement reconnues de ce trait psychologique. Pour liker cette vidéo si le contenu vous intéresse et vous touche, de la partager parce que ça peut aider d'autres personnes et puis de vous abonner à la chaîne parce que ça la fait vivre. Alors quelle est la définition et les fondements scientifiques de l'hypersensibilité? L'hypersensibilité en psychologie se définit comme une sensibilité plus haute que la moyenne, provisoirement ou durablement, et pouvant être vécue avec difficulté par la personne concernée elle-même ou perçue comme exagérée, voire extrême, par son entourage. Ce concept, il a été établi scientifiquement par Hélène Aron en 1996, mais la notion de sensibilité innée avait déjà été introduite dès 1913 par Carl Gustav Jung. Il est important de distinguer la haute sensibilité, qui est un trait psychologique et non pathologique, de l'hypersensibilité pathologique. La haute sensibilité définit un trait psychologique qui n'est pas une situation pathologique, mais un état. Le terme hypersensibilité s'applique alors aux situations dans lesquelles ce caractère devient pathologique pour un processus particulier face à un stimulus plus ou moins spécifique. Selon les études, les individus hautement sensibles représenteraient entre 10 et 35% de la population mondiale. Alors quelles sont les bases biologiques et neurologiques de l'hypersensibilité? Les recherches scientifiques récentes ont apporté des éclairages sur les fondements biologiques de l'hypersensibilité. La neuropsychologie et l'imagerie cérébrale ont permis de démontrer que le cerveau des individus hypersensibles n'est pas structurellement différent, mais que leurs circuits cérébraux fonctionnent différemment dans certaines régions du cerveau. Ces différences fonctionnelles se manifestent notamment par l'hyperactivité du système limbique et de l'insula chez les hypersensibles, leur permettant d'avoir un ressenti émotionnel riche et puissant. Une étude britannique de 2020 a révélé le rôle prépondérant de la génétique dans la prédisposition à être hypersensible. Selon cette étude, 47% des différences de sensibilité entre des individus sont dues aux gènes. D'autres études menées en Chine, à Shen en 2011, au Danemark, Licht en 2011 et en Angleterre, à Surrey 2020, confirment également l'origine génétique de ces particularités. Quelles sont les dimensions fondamentales de l'hypersensibilité? Alors les 4 piliers selon Hélène Aron. La psychologue et chercheuse Hélène Aron a théorisé le tempérament hypersensible appelé Sensory Processing Sensitivity, SPS, selon 4 critères fondamentaux. Le premier critère, l'empathie et la réactivité émotionnelle. Deuxième critère, surstimulation des sens. Troisième critère, traitement des informations en profondeur. Et le 4e critère, c'est la sensibilité exacerbée au subtil. Il y a 3 dimensions psychologiques de l'hypersensibilité. L'hypersensibilité concernerait 3 grandes dimensions psychologiques. La première dimension, ce sont les émotions. Les personnes hypersensibles ressentent les émotions avec une intensité accrue et peuvent être décrites comme des éponges émotionnelles. Elles présentent une hyperactivité du système limbique et de l'insula. Et leur niveau général d'activité du réseau des neurones miroirs est beaucoup plus élevé et fonctionne en continu.
Deuxième dimension, la sensorialité. Les hypersensibles présentent une hypersensorialité qui peut concerner certains sens ou tous. Et il y a beaucoup plus que 5 sens. Il y a les sens externes et les sens internes. Cette dimension inclut également la proprioception, c'est-à-dire le positionnement du corps, et la nociception, la sensation de la douleur, qui font partie des sens internes. Et puis troisième aspect, la cognition. Les personnes hypersensibles ont une capacité particulière à traiter de manière approfondie les informations, ce qui se traduit notamment par une grande capacité à détecter des stimuli subtils. Il y a une typologie de l'hypersensibilité. Première typologie, hypersensibilité émotionnelle. L'hypersensibilité émotionnelle concerne une perception accrue des émotions, tant les siennes que celles des autres. Et cela se traduit souvent par des réactions vives à des événements perçus comme anodins par la majorité. On distingue 2 formes. L'hypersensibilité classique se concentre sur la sensibilité accrue aux stimuli, provoquant une surcharge émotionnelle et une tendance à l'isolement pour éviter le malaise. Et puis, deuxième forme, l'hypersensibilité empathique. Elle implique celle-ci une capacité à ressentir intensément les émotions des autres, au point de parfois perdre la distinction entre ses propres ressentis et ceux d'autrui. Et puis, autre typologie de l'hypersensibilité sensorielle. Celle-ci, l'hypersensibilité sensorielle, se manifeste par une réactivité accrue aux stimuli physiques, tels que le bruit, la lumière ou les textures, rendant certains environnements difficiles à supporter. Elle peut concerner différentes modalités sensorielles, comme l'auditive, sensibilité excessive au bruit, la modalité visuelle, sensibilité à la lumière vive ou aux stimuli visuels intenses. La tactile, réaction intense à des stimuli tactiles. Modalité olfactive, qui se traduit par une sensibilité accrue aux odeurs, même très faibles. Et puis la modalité gustative. Là, on va voir une sensibilité aux aliments et préférences alimentaires très spécifiques. Quels sont les autres types d'hypersensibilité ? Il y a d'autres formes d'hypersensibilité qui existent et qui sont reconnues comme des intolérances environnementales idiopathiques. Il y a l'hypersensibilité chimique multiple, MCS, intolérance aux produits chimiques, cosmétiques, parfums, produits d'entretien, par exemple, et puis l'hypersensibilité électromagnétique, EHS. Et celle-ci se manifeste par un ensemble de symptômes de nature et d'intensité variable d'un individu à l'autre, dont la cause est attribuée à des ondes électromagnétiques par les patients. Quelles sont les manifestations et les symptômes caractéristiques de l'ultrasensibilité ? Les manifestations de l'hypersensibilité sont très nombreuses et variées. Et voici les signes les plus fréquents rapportés. D'abord, une capacité à mémoriser facilement ou en grande quantité les informations. Ensuite, une capacité à détailler très précisément les expériences vécues en faisant référence aux différents sens sollicités. Et puis, il y a une tendance à amplifier l'expression des ressentis. Il y a aussi un agacement face à des dysfonctionnements qui peuvent paraître anodins à autrui, ou encore une difficulté à nuancer ses émotions. Une hyperactivité suite à des stimuli visuels, olfactifs, auditifs, moyens pour autrui, ou encore des émotions qui se manifestent longtemps et plus intensément. Aussi une facilité à paniquer dans certaines situations peu dangereuses physiquement, ou encore la rumination et la difficulté à dépasser des émotions dites négatives ou involutives. Encore
la difficulté à décrire ou à suivre des protocoles rationnels. De l'impulsivité aussi. Ou encore une peur démesurée de l'inconnu. Encore une explosivité émotionnelle. On peut trouver une incapacité à se défendre face à l'injustice. Ou encore une sensibilité plus importante au regard de l'autre dans les relations sociales, professionnelles, amicales ou amoureuses. Alors, on va parler d'évaluation et de diagnostic. Il n'existe pas pour l'hypersensibilité de tests diagnostiques spécifiques pour déterminer l'existence d'une hypersensibilité. Ce sont l'ensemble des manifestations qui vont orienter le diagnostic. Toutefois, plusieurs outils d'évaluation ont été développés. Il y a l'échelle HSPS-FR, version française du test Highly Sensitive Person Scale, comprenant 26 énoncés qui mesurent la sensibilité dans le traitement de l'information sensorielle. Il y a encore le test CASS, Colbert ou Claubert Adult Sensitive Scale, développé par Nathalie Claubert et Nicolas Gauvry, composé de 29 questions. Il y a aussi le test d'hypersensibilité Atypicou, composé de 133 questions évaluant l'hypersensibilité émotionnelle et sensorielle. Mais les spécialistes recommandent fortement de consulter un professionnel plutôt que de s'auto-diagnostiquer. Parce qu'il est vraiment essentiel de se faire accompagner à minima par un professionnel du bien-être, quelquefois et souvent en complément d'un suivi médical, car les signes de l'hypersensibilité peuvent être des indicateurs pour d'autres soucis cognitifs. La distinction et similitude avec d'autres profils. L'hypersensibilité est souvent confondue avec d'autres traits ou conditions, mais les recherches montrent qu'il s'agit d'un profil distinct. La timidité, par exemple, et l'introversion ne doivent pas être confondues avec l'hypersensibilité, même si ce sont des réponses possibles, car il existe des hypersensibles aussi extravertis. Et puis, les personnes à haut potentiel émotionnel, HPE, et intellectuel, HPI, qui se distinguent par leur capacité à traiter rapidement des informations complexes, partagent des similitudes avec les hypersensibles, notamment dans leur hyper-empathie émotionnelle et hypersensibilité sensorielle. On sait que 2,5% de la population est HPI. Ça, ce sont des chiffres qui ont été extraits de statistiques. Et que 15 à 20% de la population est hypersensible. Il y a donc plus de personnes hypersensibles que de personnalités au potentiel intellectuel, HPI. Donc techniquement, tous les HPI pourraient être hypersensibles, mais tous les hypersensibles ne pourraient pas être HPI. Les caractéristiques de haut potentiel et d'hypersensibilité se recoupent en beaucoup de points et la limite reste floue. Les professionnels cliniciens, dont je fais partie, parce que j'accompagne beaucoup de hauts potentiels et d'hypersensibles, et ceux des neurosciences ne sont pas d'accord concernant la question de l'hypersensibilité comme indicateur d'un profil de haut potentiel. Certains déclarent que tous les hauts potentiels sont hypersensibles, comme par exemple Jeanne Siofachin, et je confirme cette théorie. Quand d'autres annoncent que seuls 20% des HPI, par exemple, sont hypersensibles. Mais de quelle hypersensibilité parlons-nous ? Mais c'est sans compter l'émergence d'un autre profil de haut potentiel dit émotionnel, celui-ci HPE, et qui n'est pas encore reconnu officiellement par la science et les neurosciences, et dont les modèles internes opérants sont aussi mal identifiés par les professionnels cliniciens, qui les voient très peu en consultation et qui manifestent une acuité de forme d'intelligence et donc d'hypersensibilité différente de celle du HPI. Et j'accompagne beaucoup de ces profils de haut potentiel émotionnel.
Et effectivement, il manifeste une hypersensibilité, mais qu'il va, comme on a vu précédemment, se manifester sur des caractéristiques différentes de celles du haut potentiel intellectuel. Et les signes qui distinguent le HPE du HPI, ne seraient-ils pas ceux que l'on retrouve dans les caractéristiques de l'hypersensibilité et donc de 15% restantes qui feraient la différence entre les 2,5% de HPI et environ 20% voire plus de hypersensibles. D'où le problème des rapports chiffrés de la représentation des hauts potentiels et des hypersensibles. À ce jour, la distinction entre HPI et HPE se précise, même si les caractéristiques du haut potentiel émotionnel restent théoriques et peu renseignées par les études cliniques, et la manifestation des signes d'hypersensibilité très présentes dans cette population. En conclusion, est-ce qu'il faut retenir de l'hypersensibilité ? Il est important de souligner que l'hypersensibilité n'est pas en soi une pathologie. En tant que telle, l'hypersensibilité n'est pas une maladie, ni un symptôme précisément défini. Ce mot fait plus simplement partie du jargon paramédical. De même, malgré des caractéristiques communes, l'hypersensibilité n'est pas une entité répertoriée dans la nosographie ou utilisée au plan psychiatrique. Un traitement médicamenteux, sauf en cas de troubles associés, n'est donc pas nécessaire. Selon Jung, qu'il a évoqué en premier, l'hypersensibilité est un caractère enrichissant que l'on ne peut pas considérer en lui-même comme pathologique. Et pour Saverio Tomasella, la sensibilité élevée ou l'ultrasensibilité n'est ni une maladie ni une anomalie. Elle n'a donc pas besoin d'être soignée. L'hypersensibilité représente donc un fonctionnement psychologique ou un modèle interne opérant spécifique qui comporte des avantages. Une richesse émotionnelle, une empathie, une hyper-empathie, une perception fine du monde et des défis. Saturation sensorielle, forte réactivité émotionnelle, nécessitant une approche adaptée pour permettre aux personnes concernées de vivre pleinement avec cette caractéristique. Et c'est là où l'accompagnement entre en jeu. Et pour ma part, les personnes qui viennent me consulter viennent pour pouvoir gérer et tempérer cette hypersensibilité en développant leur forme d'intelligence complémentaire pour arriver à mieux l'intégrer et manifester beaucoup plus leur potentiel et arriver à faire de ces formes d'intelligence qui caractérisent cette ultra-sensibilité une force. Alors toutes ces informations que je vous ai communiquées sont basées sur des articles scientifiques, des études cliniques et des documents officiels du domaine de la psychologie et des neurosciences et de la recherche en santé mentale référencée et de l'expérience de mon accompagnement en tant que thérapeute et coach thérapeute spécialisé chez les hauts potentiels et les hypersensibles.